Alors très brièvement, j'établirai d'abord un certain nombre de distinctions sémantiques, parce que effectivement nous utilisons un certain nombre de mots: mondialisme, mondialisation. On parle aussi d'universalisme, et il faudra montrer la différence entre l'universalisme et le mondialisme, l'impérialisme, etc. Alors le mondialisme, je le définirais de manière très simple et courte, une définition qui ouvre des champs ensuite d'analyse et d'extension, comme une idéologie qui vise à établir un gouvernement mondial, finalement, par le biais d'une oligarchie internationale qui établirait un règne temporel sur le monde entier. Je crois que c'est ça ce qui résume le mondialisme. C'est pas un concept univoque. On met dedans beaucoup de choses, on va le voir, et il y a beaucoup de courants mondialistes. Mais l'idée fondamentale, c'est une idéologie qui vise à établir un gouvernement mondial et qui, par conséquent, donc s'attaque aux nations, à leur souveraineté, à leur spécificité, aux différentes identités. Alors, c'est différent de ce qu'on appelle l'universalisme, parce que je voudrais d'emblée écarter une confusion qu'on entend parfois et qu'on peut entendre, y compris sur les religions à vocation universelle. C'est pas pareil que établir un gouvernement mondial, étendre une vérité universelle. Donc c'est important quand même de le rappeler, défendre l'idée qu'il y a une vérité universelle, n'implique pas nécessairement que l'on soit mondialiste. Ce qui ne veut pas dire que le mondialisme n'ait pas parfois pénétré certaines religions, certains courants du christianisme, de l'islam ou d'autres religions ou d'autres systèmes de pensée à vocation universelle. Mais en tout cas, pour moi, le mondialisme, fondamentalement, c'est l'idéologie qui vise à établir un gouvernement mondial. L'impérialisme peut être un outil du mondialisme. Il vise à étendre l'empire d'une puissance sur le monde ou sur une grande partie du monde. Il peut se faire l'outil de l'idéologie mondialiste, mais c'est encore un concept assez différent. Et puis la mondialisation, il faut différencier le fait qu'est la mondialisation. La mondialisation, c'est un fait, une réalité cyclique d'ailleurs dans l'histoire, je vais y revenir, du mondialisme qui est une idéologie, l'idéologie qui souhaite l'accélération de la mondialisation et la transformation des sociétés en vue d'établir ce gouvernement mondial unique. La mondialisation, c'est essentiellement le fait du progrès technique. C'est l'accroissement des flux économiques et l'augmentation de toutes les interdépendances entre les États, entre les pouvoirs à la fois intra-étatiques, les pouvoirs constitués dans les États eux-mêmes, et les réseaux, les pouvoirs trans-étatiques. J'établis souvent la distinction entre trois types de pouvoirs: les pouvoirs étatiques, les États, les pouvoirs intra-étatiques, les pouvoirs constitués à l'intérieur des États. Par exemple un mouvement de rébellion ou une société très importante mais qui aurait des objectifs politiques à l'intérieur d'un État, et les mouvements transétatiques qui sont les réseaux. Eh bien, la mondialisation, c'est le fait, la donnée objective de l'augmentation des interdépendances entre ces trois types de pouvoirs. Le mondialiste veut, lui, accélérer la mondialisation et faire sauter l'échelle des pouvoirs étatiques, faire sauter les États pour établir ce gouvernement mondial. Donc il est important, je crois, de différencier ces mots. Alors sur la mondialisation, il faut dire plusieurs choses. D'abord, la mondialisation que nous vivons aujourd'hui, elle a commencé essentiellement sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Avec l'établissement du système de Bretton Woods, donc l'idée d'un fonds monétaire international, d'une banque mondiale, les accords du GATT qui donneront l'Organisation mondiale du commerce, donc tous les outils visant à décloisonner les sociétés nationales et leurs économies et à augmenter les interdépendances. Cette phase de mondialisation, elle s'est faite sur l'établissement d'une prédominance américaine, et c'est sur cette mondialisation que nous vivons depuis 1945. Mais en soi, la mondialisation n'est pas nécessairement
un phénomène nouveau. Il y a eu de façon récurrente dans l'histoire, depuis l'Antiquité, à des échelles géographiques différentes, il y a eu des phases d'accroissement des interdépendances, des phases pendant lesquelles les sociétés s'ouvraient sous l'impulsion d'ailleurs d'un moteur de puissance. Ça pouvait être l'Empire romain par exemple, qui étendant son impérialisme ouvrait les sociétés et accroissait les interdépendances. Les phases de mondialisation se sont succédées, j'en cite quelques-unes. Donc celle de l'Empire romain sur le système monde méditerranéen. On peut parler aussi de l'expansion de l'islam entre le 7e siècle essentiellement et le 16e siècle. Et au 16e siècle, c'est une nouvelle phase de mondialisation, cette fois-ci chrétienne, une mondialisation à partir du 16e siècle, grâce au fait que les Européens, les nations européennes contournent justement le monde islamique. Il est contourné par le cap de Bonne-Espérance et les Européens vont chercher les épices directement à leur source aux Indes, sans passer par le monde islamique. Donc il y a une nouvelle mondialisation dont on parle à partir du XVIe siècle. Et cette mondialisation à dominante européenne, elle va durer jusqu'aux terribles guerres du XXe siècle, où l'Europe sort d'une certaine manière de l'histoire et au profit des États-Unis et de l'URSS provisoirement, mais surtout des États-Unis, puisque lorsque l'URSS tombera en 1989, il y aura évidemment une accélération du projet de mondialisation à dominante américaine. Donc la mondialisation, le fait qu'il y ait eu dans l'histoire de l'humanité des phases récurrentes d'accroissement des interdépendances, c'est quelque chose qu'il faut souligner et distinguer en soi du mondialisme, de l'idéologie elle-même. Parce que ces phases de mondialisation dont je parlais, et notamment la phase de mondialisation au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, n'était pas une négation des nations, de la France, de l'Angleterre. Les nations étaient moteurs, les nations étaient respectées dans leurs différences intrinsèques, et elles étaient des moteurs de l'expansion des projets divers et variés. Aujourd'hui, nous vivons essentiellement, je parlais de 1945, la mondialisation à dominante américaine s'est accélérée à partir de 1990, puisque l'opposition soviétique a disparu, et que donc on est dans une phase dite de tentation pour l'unipolarité américaine. Il y a deux mondialismes qui se sont affrontés entre 45 et 90, les États-Unis et l'URSS, ce qui nous permet de souligner d'emblée que le mondialisme n'a pas un visage unique. Les visages du mondialisme sont variés. Il ne faut pas voir le mondialisme réduit ou résumé à un seul courant. J'y reviendrai sur les origines. Il y a des courants différents. Il y a des réseaux différents, mais tous visent à l'établissement de ce gouvernement mondial. En fait, il y a plusieurs tendances distinctes, mais qui, de manière invisible finalement, agissent de concert dans la même direction pour abattre les nations, leurs spécificités, et établir ce gouvernement mondial. Les origines, en réalité, on pourrait aller chercher des sources du mondialisme très loin, jusque dans la pensée grecque. Certains ont même trouvé des sources de cette idéologie chez Platon et qu'on a opposé à Aristote. Je pense qu'il faut faire attention à une chose, c'est qu'il ne faut pas confondre des pensées qui sont à vocation universaliste, encore une fois, avec les sources du mondialisme. On pourrait trouver ces traces-là sur le temps long, et en particulier dans l'Antiquité, mais aussi au Moyen-Âge, où il y a un certain nombre de courants, dont certains se rattachent au millénarisme ou à un certain prophétisme d'origine judaïque et qui vise à révolutionner le monde. Mais je dirais qu'il faut se fixer sur le XVIIIe siècle. C'est essentiellement
au XVIIIe siècle avec la pensée la pensée maçonnique, finalement, l'idéologie ou le système de pensée de la maçonnerie qui se met en place et qui va imprégner fortement l'aristocratie, notamment les aristocraties d'Europe de l'Ouest, que l'idéologie du mondialisme va se mettre en place. Elle se met en place sur le plan des idées, mais se met en place aussi sur le plan des réseaux. Donc c'est à ce moment-là que avec la création de la Fédération américaine, 1776, avec le rôle de la maçonnerie dans la Révolution française, c'est à ce moment-là donc que cette idéologie mondialiste commence véritablement à marquer des points, à montrer qu'elle est capable d'être acteur de l'histoire, acteur révolutionnaire, à transformer les structures, à renverser les régimes, les anciens régimes, et à établir des gouvernements nouveaux fondés sur des utopies, sur l'utopie notamment de l'unification du genre humain sous un gouvernement mondial. Donc la source, elle est essentiellement maçonnique, même si on pourrait creuser un peu plus sur le plan des sources de ce qu'il y a en dessous encore de la maçonnerie qui elle-même est diverse, mais elle est essentiellement maçonnique parce que c'est à ce moment-là que de manière claire est formulé un projet à vocation mondialiste de façon très claire et que l'on cherche. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'aristocratie est imprégnée, va être séduite en partie par cette idéologie, c'est parce que l'aristocratie aussi est européenne, souvent qu'il y a un certain nombre de mariages européens dans l'aristocratie qu'il n'y a pas dans le peuple, et donc elle est sensible à cette idée de dépassement des frontières, d'établissement d'une nouvelle oligarchie ou d'une nouvelle aristocratie dominante, éclairée, qui serait là pour transformer le monde. Et puis il y a d'autres formes qui vont se développer ensuite au XIXe siècle. On peut suivre ce mondialisme dans l'Angleterre du XIXe siècle, dans l'extension du libéralisme et de l'impérialisme anglais, avec le projet de domination de l'Angleterre sur le monde, avec la conviction que les Anglais et que les Anglo-Saxons d'une façon générale sont élus, ont une mission pour dominer le monde, pour amener le monde à sa transformation. Donc toute la logique anglaise qui ensuite donnera celle qu'on retrouve aujourd'hui aux États-Unis. Et inversement, et c'est un autre visage du mondialisme, concurrent en quelque sorte toute la logique révolutionnaire de Marx, Bakounine, etc., dans laquelle on va trouver aussi un projet d'établissement d'un gouvernement mondial, mais cette fois-ci fondé sur d'autres présupposés économiques et sociaux. Mais c'est un autre visage du mondialisme, les deux visages, d'une certaine manière, se nourrissant mutuellement, comme ils se nourrissent encore toujours mutuellement aujourd'hui. Ils procèdent en quelque sorte par, suivant la logique dialectique, par l'opposition des contraires, dont il sort toujours quelque chose qui fait avancer l'histoire en quelque sorte. Voilà, donc les sources, elles sont, à mon sens, très anciennes. Les premières sources, mais c'est essentiellement à partir du XVIIIe siècle qu'il faut s'arrêter et regarder de plus près ce qui se passe, voir aussi la constitution des réseaux qui se mettent en place. Et ça, c'est une chose très frappante, l'extraordinaire continuité de ces réseaux. Les noms ont changé, mais il y a une filiation ancienne. Ces réseaux ne sont pas des réseaux récents. La quasi-totalité, par exemple, des réseaux descendent d'une société philanthropique anglaise née au tout début du XXe siècle, qui s'appelle la Round Table, la table ronde. Et cette société avait cet idéal d'établissement d'un gouvernement mondial. Alors aujourd'hui,
essentiellement, vous avez une architecture visible de la mondialisation, qui est celle que j'évoquais tout à l'heure. L'architecture visible de la mondialisation officielle, ce sont les outils de Bretton Woods. C'est ce qui a été créé avec Bretton Woods, c'est le FMI, la Banque mondiale, les grandes organisations internationales qui visent à l'établissement d'un ordre mondial et l'ONU aussi, qui est imprégné de en partie de cette philosophie, ce qui ne veut pas dire que les gens qui servent l'ONU ou l'idée des Nations Unies sont tous des mondialistes, mais dans ses fondations, l'ONU comme la SDN est imprégnée de cette philosophie. Donc ça, c'est l'architecture visible de la mondialisation. Les opérateurs de la mondialisation, ceux qui visent qui ont pour but de mettre en œuvre et d'accélérer cette mondialisation. Et puis en dessous de cette architecture visible, il y a une architecture, je dirais pas invisible, parce qu'il suffit de vouloir voir pour le voir, mais une architecture discrète de la mondialisation, qui est celle des réseaux mondialistes. Les réseaux mondialistes qui sont d'une part les grands réseaux transnationaux et transatlantiques essentiellement. Alors c'est le CFR, le Council for Foreign Relations, le Conseil pour les affaires étrangères, qui est un réseau américain qui compte à peu près 4000 décideurs dans le monde, essentiellement américains, anglais, mais aussi appartenant aux pays de l'OTAN ou au Japon, pays dont le régime a été reconstruit par les Américains. Donc les grands réseaux transatlantiques, c'est le CFR qui a donné lui-même pendant la guerre froide la trilatérale, le groupe Aspen, le groupe de Bilderberg, etc. Et on s'aperçoit quand on étudie l'affiliation des membres, l'histoire des membres qui sont d'abord CFR et qu'ils créent ensuite en quelque sorte des réseaux à partir du grand réseau. Donc toute une toile de réseaux transatlantiques qui ne sont pas, il faut pas se dire sont les maîtres du monde, parce que le monde est constitué de forces très très diverses et antagonistes, et qu'il y a bien sûr des souverainetés fortes et des personnes qui défendent, y compris dans les gouvernements de pays européens, un certain nombre d'intérêts nationaux, etc. Mais qui tout de même, grâce à des minorités bien organisées, grâce à des minorités décidées qui savent où elles veulent aller, arrivent à orienter, influencer des majorités qui sont influençables dès lors qu'elles ne savent pas où elles vont et dès lors qu'elles n'ont finalement, elles ont perdu beaucoup de valeur.